Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des actifs à long terme, ou également appelés les immobilisations. Mais quelle est la différence entre les immobilisations et les actifs courants? Les immobilisations sont des actifs corporels ou non dont l'entreprise bénéficiera pendant plus d'un an. Par exemple, les usines ou les équipements. Les immobilisations peuvent également être incorporelles, avec par exemple des brevets, le goodwill ou des marques déposées. Les actifs courants, eux, sont des actifs que l'entreprise va consommer ou transformer en cash pendant un an, tels qu'une grande partie des inventaires, les produits à recevoir, ou encore les produits qui seront utilisés à la production d'inventaires. Les immobilisations. Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des actifs à long terme, ou également appelés les immobilisations. Mais quelle est la différence entre les immobilisations et les actifs courants? Les immobilisations sont des actifs corporels ou non, dont l'entreprise bénéficiera pendant plus d'un an, par exemple les usines ou les équipements. Les immobilisations peuvent également être incorporelles, avec par exemple des brevets, le goodwill ou des marques déposées. Les actifs courants, eux, sont des actifs que l'entreprise va consommer ou transformer en cash au mois d'un an, tels qu'une grande partie des inventaires, les produits à recevoir, ou encore les produits qui seront utilisés à la production des inventaires. Les immobilisations vont souvent être amorties ou dépréciées. Mais quels sont les types de comptes d'amortissement et de dépréciation? Les actifs fixes, tels que les immobilisations corporelles, se déprécient, et environ 80% d'entre eux se déprécient de manière linéaire. Certains actifs fixes sont amortis de manière accélérée. Le meilleur exemple est l'équipement de haute technologie, pour lequel l'amortissement est plus important au cours des premières années et moins important au cours des dernières années. Ensuite, les actifs incorporels. Il s'agit des brevets, des marques et des actifs intellectuels tels que les pièces de théâtre ou les chansons. Si l'actif incorporel a une durée de vie limitée, il sera amorti. Prenons l'exemple d'un brevet. S'il est protégé pendant 5 ans, l'amortissement se fait normalement sur une période de 5 ans. Si l'actif incorporel a une durée de vie illimitée, comme une marque, il n'est pas amorti. Il est alors soumis à un test de dépréciation annuel. Les actifs minéraux, tels que les actifs miniers, sont épuisés, normalement en fonction de l'extraction ou de l'utilisation. Les actifs uniques suivent des plans d'amortissement spéciaux en fonction de leur utilisation. Imaginons que nous avons une grue industrielle. Si nous ne l'utilisons pas au cours d'un trimestre donné, nous ne l'amortissons pas. Pour terminer, il y a le terrain. Il s'agit d'un actif à long terme. Mais en comptabilité, les terrains ne se déprécient pas. Les terrains ne vieillissent pas et ne deviennent pas inutiles avec le temps. Au contraire, ils prennent de la valeur. Nous allons maintenant regarder les actifs incorporels plus en détail. Il y a ceux qui sont liés au marketing, comme les marques, ou aux clients, comme les contrats. Pensez à un joueur de football pour lequel vous avez payé 200 millions de dollars et qui jouera avec vous pendant 5 ans. Il existe également des contrats immatériels à caractère artistique ou technologique. Ce qu'il faut savoir sur les actifs incorporels et qu'il est très important, c'est que pour les inscrire comme actifs au bilan, il faut d'abord les acheter. Si vous achetez un actif incorporel, vous savez quelle est sa valeur. En revanche, si vous créez vous-même ces actifs incorporels, les valeurs au bilan devront être nulles. Vous ne pouvez pas vous attribuer de valeur à vos propres actifs créés. Concernant les recherches et développements, l'entreprise a le choix de faire de la R&D en interne ou de les acheter. Par exemple, une entreprise qui fait jamais de R&D, mais qui l'achète simplement sous forme de brevet ou de logiciel. Ces personnes auront des actifs dans leur bilan et aucun chiffre d'affaires négatif dans leur compte de résultat. Si maintenant, une autre entreprise qui fait exactement la même chose, elle vend le même produit identique, mais ces gens mènent leur propre recherche et développement, ils développent leur propre logiciel. Dans quelle mesure cette entreprise est-elle différente de la première? Eh bien, vous verrez que beaucoup. Cette société a des revenus plus faibles, des capitaux propres et des actifs inférieurs. Deux entreprises faisant exactement la même chose, en vendant exactement le même produit, auront des chiffres très différents, si leur stratégie commerciale est différente. Cela pourrait donc donner lieu à des manipulations. Feriez-vous de la recherche-développement lorsque votre bonus sera en jeu? Nous allons maintenant aborder le sujet de la vente d'un actif qui fait l'objet d'un traitement particulier. Imaginons
que nous vendions aujourd'hui un actif dont la valeur brute est de 35, l'amortissement cumulé de 10 et donc la valeur nette de 25. Supposons que nous vendions pour 22 $, il est évident que céder pour 22 $ quelque chose qui en vaut 25 n'est pas la meilleure solution pour l'entreprise. Nous enregistrerons donc une perte de -3 dans le compte de résultat. Notez que tout élément du compte de résultat affecte à la fois le tableau des flux de trésorerie et le bilan. En ce qui concerne le tableau des flux de trésorerie, cette perte de 3 n'est pas une perte de trésorerie, ni une perte opérationnelle. Nous n'avons pas perdu 3 de liquidités. Nous avons même gagné 22. Et ces liquidités figurent dans le tableau de flux de trésorerie des investissements. Il n'y a pas eu de mouvement de trésorerie dans les opérations ou l'exploitation. Le TFT opérationnel est donc égal à 0. Pour arriver à 0, les -3 de revenus nets sous le TFT doivent être ajustés à +3 pour ramener le montant total à 0. Cet ajustement est identique à l'ajustement de l'amortissement dans le tableau des flux de trésorerie. Il s'agit, dans les deux cas, d'éléments non monétaires. Imaginons maintenant que votre camion de livraison d'une valeur nette de 25 a un accident. Il est complètement détruit. Le camion ne vaut plus rien. Notre perte nette est de 25. Nous ne sommes plus pauvres car nous n'avons plus le camion. La première chose à faire est d'inscrire la perte de valeur dans le compte de résultat. Nous avons maintenant une perte de valeur, mais avons-nous perdu des liquidités? Non, ce n'était pas un accident. Nous n'avons rien eu à payer. Il n'y a donc pas de sortie de trésorerie et le TFT opérationnel doit être égal à 0. Nous devons à nouveau ajuster celui-ci, plus 25, avec l'intitulé ajustement pour charge non décaissable. Et cela ramènera le TFT opérationnel à 0. Nous allons voir maintenant qu'il y a une différence importante entre des frais d'entretien et des frais de rénovation majeurs. Supposons que vous ayez un avion et que vous changez l'huile du moteur. Cela se produit périodiquement et il s'agit d'une opération de maintenance. Chaque fois qu'il y a une opération de maintenance dans une entreprise, les revenus baissent et le TFT opérationnel baisse parce qu'on a payé en liquide. Les capitaux propres baissent également parce qu'on sera plus pauvre. D'un autre côté, supposons que nous ayons dépensé 100 $ pour changer le moteur de l'avion. Désormais, l'avion est meilleur, plus fort, va durer plus longtemps et aura plus de valeur. Ces 100 $ dépensés sont considérés comme un actif. Comme vous le voyez, nous ne sommes plus pauvres que l'exemple de la maintenance ci-dessus. Ici, en fait, les 100 $ dépensés constituent un actif. C'est logique, nous avons dépensé 100 $, mais nous avons obtenu quelque chose de tangible en échange. Comment tout cela peut-il être manipulé? Nous savons que les dépenses nous appauvrissent et que les actifs nous embellissent. Les PDG sont donc incités à améliorer l'image de l'entreprise. Peut-être que certaines choses qui devraient être classées dans la catégorie maintenance sont poussées à être classées dans la catégorie actifs. Un autre élément important concerne la comptabilité des actifs. Cela peut être fait à leur juste valeur ou à leur coût historique. Mais cela sera principalement fait via les coûts historiques. Vous achetez un bâtiment pour 500 000 $ et si le bâtiment vend aujourd'hui 25 millions, vous le garderez dans les livres pour 500 000. La comptabilité se fait donc principalement sur la base des coûts historiques. Aux États-Unis, les entreprises ne sont pas autorisées à ajuster la valeur des bâtiments à la hausse. Elles ont une mauvaise expérience en la matière depuis les grandes dépressions des années 1920. Si nous regardons un exemple avec l'entreprise Apple, ils ont environ 22 milliards de terrains et bâtiments, 81 milliards de machines et équipements. Les amortissements cumulés sont d'environ 72 milliards et leur position d'actifs net est de 49 milliards. Pour terminer, il est important de comprendre que la lecture des notes dans les rapports annuels nous aide à comprendre comment les immobilisations corporelles et incorporelles sont amorties. Pour Apple, c'est la méthode d'amortissement linéaire. Il est souvent difficile d'obtenir le niveau de détail que nous souhaiterions. Dans le cas d'Apple, si vous voulez savoir ce qu'est la dépréciation et ce qu'est l'amortissement séparément, cette information n'est pas donnée. Ils disent que la dépréciation et l'amortissement représentent un total de 9,5 milliards. Mais il est impossible de connaître les composantes de chacun de ces deux éléments. Un document de 150 pages est un 10K et vous n'obtenez vraiment pas toutes les informations nécessaires ou les informations que vous souhaitez. Nous sommes maintenant arrivés au terme de la vidéo concernant les immobilisations. La semaine prochaine, vous aurez des exercices et la semaine suivante, le cours se portera sur les passifs ainsi que les capitaux propres.